Bonjour. Merci de nous recevoir, comme traditionnellement, pour faire un petit tour de l'actualité et surtout pour présenter le bouquin que vous venez d'éditer. C'est l'histoire de John Law, non, c'est très important parce que ça résume comment dire la raison d'être de ma revue de presse depuis maintenant 8 ans, hein, parce que je l'ai commencé le 20 février 2008, et donc c'est l'histoire de John Law, c'est l'inventeur de la planche, de la fameuse planche à billets. Hein, voilà, c'est donc on va dire que c'est une spécialité française, hein, au même titre que les bêtises de Cambrai, hein, j'allais dire de Calais. C'est plus, voilà, c'est une grosse bêtise là, pour le coup. Et on peut dire que la situation est exactement similaire aujourd'hui, de la même façon qu'elle était similaire en 1789. Mais je vais revenir là parce qu'à l'époque, on est donc au XVIIe siècle, hein, et Louis XV. Louis XIV vient de mourir, Louis XV, bon, il est tout jeune, et donc c'est le régent, c'est son entourage qui assure le pouvoir en France, et la France est ruinée. Bien entendu. Donc, il n'y a plus de pièces d'or ni de pièces d'argent dans les caisses, et il importe effectivement de trouver une solution pour continuer à faire la guerre contre les Anglais. C'est très important, bien entendu, de maintenir le niveau de vie, surtout à Versailles. Bref, mais c'est très très dur, et les circonstances absolument rocambolesques, même extraordinaires, ont permis un jeune Anglais qui s'appelle donc John Law ou John Lass. Bon, à l'époque, les Français le prononçaient Lass, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et, ce jeune homme, donc, qui avait un talent absolument extraordinaire, hein, il pouvait compter et réaliser des opérations arithmétiques à toute vitesse dans sa tête. C'était l'un des premiers statisticiens en fait. Et c'est surtout ce qui caractérise John Law. Vous savez, un peu comme les grands joueurs de bridge ou les joueurs d'échecs, c'est sa capacité effectivement. Ou les joueurs de poker surtout, parce qu'ils jouaient beaucoup enfin à l'époque ça s'appelait pas poker, mais c'est des jeux d'argent avec des cartes, et Paris à l'époque dans les salons, tous les aristocrates s'adonnaient bien entendu aux jeux d'argent avec les prostituées les plus chères, et c'est comme ça, tout à fait par hasard, que John Law, qui avait déjà des très très bonnes notions d'économie, enfin pas d'économie, mais il avait déjà dans sa tête en fait la réalisation d'un plan qui permettrait à un pays de se moderniser grâce à la suppression de l'argent. Hein, des pièces d'argent et surtout des pièces d'or. Alors, avant d'arriver en France, il a fait le tour de tous les pays européens. Il s'est fait jeter de partout, mais en France, il a trouvé des oreilles particulièrement accueillantes, puisque le pays était en faillite. Et il fallait absolument trouver des solutions pour ramener de l'argent dans les caisses. Alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, avec John Law, c'est que John Law nous ramène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux Rolling Stones par exemple, hein, puisque vous avez John Law a inspiré le Dr Faust. Il a écrit, tout le monde connaît Faust 1, mais personne ne connaît la suite, hein, c'est-à-dire Faust 2, dans lequel effectivement on voit John Law en action sous les traits du diable. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple français, on va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples de chansons. Le peuple français, les Parisiens, ont immédiatement identifié John Law à l'action du diable, puisqu'il y avait déjà des chansons populaires sur lui et sur la banqueroute qu'il allait amener sur Paris et bien entendu sur le reste de la France. On va dire que John Law est le premier économiste, hein, vrai. Hein, voilà. Sachant, si vous voulez, pour la précision, hein, je donne toujours, j'explique toujours ça, c'est que le premier livre qu'on considère, le premier livre d'économie, c'est un livre qui a été écrit par un grec qui s'appelle Xénophon,
Hein, c'est pas du tout l'inventeur de l'instrument de musique, mais c'était un guerrier, c'était un guerrier grec. Hein, précisons-le. Donc il partait pendant 2-3 ans à guerroyer un peu partout dans le bassin méditerranéen. Et donc c'était les femmes qui géraient les domaines. Et donc il leur a laissé son livre d'économie. Economia, et donc il explique à sa femme comment bien gérer les esclaves. Hein, c'est très important. Comment bien gérer les esclaves, comment leur donner des récompenses, à quel moment planter comment dire, les graines, à quel moment faire les récoltes, de l'importance de surveiller son intendant, de faire les comptes, et bien entendu, et surtout de faire des offrandes aux dieux. Hein, voilà. Et ça, c'est le premier livre d'économie qu'on ait. Et entre ce livre de Xénophon jusqu'à John Keynes, il y a eu strictement mais véritablement aucun changement. Les grands changements viendront avec John Law et qui va inspirer tous les autres économistes. Et aujourd'hui, vous savez, tout le système bancaire aujourd'hui repose sur les idées de John Law. Alors, c'est pas du tout je précise que c'est pas du tout un livre compliqué à lire, bien au contraire. C'est même un livre, enfin je sais pas, moi je l'ai trouvé en tout cas vraiment fascinant, parce que là il y a la partie donc du texte d'Adolphe Thiers qu'on a repris, qu'on a modernisé, hein, parce que le texte de son époque n'était pas compréhensible, du fait qu'il utilisait des livres tournois, toutes les monnaies d'époque, on sait pas à quoi ça correspond. Donc avec Anne-Marie Brouillant, on a tout remis en euros, hein, voilà. Donc et d'un seul coup, le texte prend une dimension tout à fait contemporaine et nouvelle. Et bien entendu, on a modernisé le français ancien avec des tournures un peu désuètes. Donc on a modernisé tout ça. Et donc c'est un livre extrêmement dynamique maintenant. Je suis même pas certain que ce soit un livre d'économie parce que on mettrait dessus science-fiction. Les gens nous diraient non, c'est pas possible. Hein. Et pourtant, c'est la réalité historique. John Law a inventé la planche à billets avec l'aval de toute l'aristocratie française, ne jamais l'oublier. Donc le livre enfin que vous publiez a été écrit par Thiers. Oui. Qui était président de la République. Président de la République, c'est le deuxième, voilà, le second président de la République française du 31 août 1871 au 24 mai 1873, voilà, pour répondre très précisément à votre question. Donc la commune, c'était sous Thiers, il faut jamais l'oublier. Hein, et c'est lui qui a fait tirer en même temps sur les communards. Hein. Il est resté dans l'histoire plus pour ça que pour ce livre-là. Hein. Précisons-le. Mais c'est le seul président de la République de toute l'histoire qui se soit passionné pour la politique monétaire. C'est très important. Parce qu'on dit Pompidou était chargé de comment on appelle ça déjà, chargé de mission à la banque Rothschild, mais avant tout moi je rappelle que Georges Pompidou était un professeur de français, si mes souvenirs sont bons. Il a fait Normal Sup, si mes souvenirs sont bons. Il a commis un livre très intéressant d'ailleurs qui s'appelait Anthologie de la poésie française, vraiment très intéressant. Et on voit bien que Giscard d'Estaing, lui, est inspecteur des finances, mais lui, au contraire, c'est notre grand traître. C'est notre grand traître. On va y venir tout à l'heure. C'est le plus grand traître. Enfin, c'est l'un des plus grands puisque c'est lui qui a permis aux Américains de lancer leur planche à billets en 1971. Ne jamais l'oublier. Donc Thiers était, quand il a écrit ce livre, il était président de la République ou il a écrit avant il était vous savez, Thiers était journaliste, il me semble qu'il était également avocat, mais il était journaliste, historien. Il s'est vraiment passionné, c'était sa passion, hein, John Law, parce qu'il a essayé de comprendre comment John Law a réussi à devenir la coqueluche des Français pendant, on va dire, 2 ans, et comment ensuite il a ruiné tout le pays. Hein, c'est quand même, faut le faire. C'est un type qui ruine tout le pays. C'est un peu comme Blind Masters. C'est Blind Masters avant l'heure. Alors, on a John Law avec son système de planche à billets, et ensuite toujours des Anglais, vous constaterez.
Hein. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que moi, j'ai écrit 60 pages de présentation en expliquant en fait, parce que en expliquant que les artistes voient ce grand effondrement à venir. Les artistes, les musiciens, les écrivains. Tout à l'heure, je parlais de Goethe. Dans Faust 2, il le montre bien. Hein, il fait même cette association de John Law avec le diable. Et on peut vraiment dire que c'est que ça a une dimension spirituelle, que grâce à John Law, justement, on se rend compte, enfin du moins je me rends compte, mais mes lecteurs de la revue de presse également, qu'il y a une dimension spirituelle dans ce domaine-là. Vous savez, c'est un peu comme c'est un peu comme les péchés, vous voyez. Vous savez, il faut jamais oublier. Auparavant, les banques centrales, ce qu'on appelait les banques centrales, avant, c'était par exemple le temple, le Parthénon. Le Parthénon au sommet de la colline à Athènes, c'était bien entendu le temple d'Athéna, mais c'était surtout et avant tout une banque centrale, puisque la statue d'Athéna était entièrement... il y avait une statue d'Athéna qui était faite d'or et dans lequel les comptables de la cité se servaient lorsqu'ils avaient besoin, lorsqu'ils étaient en déficit. Hein. Donc il y a toujours eu cette relation de cause à effet. Les dieux dieux créent l'argent. Hein, c'est très très important. Moneta, hein, c'est ce que je montre dans le livre 666. Monnaie, ça vient de Moneta. Hein, ça vient de la déesse Junon. Hein, ou Héra, comme vous voulez. Hein, c'est la femme de Zeus, c'est pas n'importe qui. Et là, on a quelqu'un qui arrive et qui crée de l'argent à partir de rien. Donc c'est vraiment le diable qui nous montre son savoir-faire pour duper les humains. C'est surtout ça qu'il faut voir. Alors comment fait-il comment pratique-t-il pour duper les humains? Alors, pour duper les Français, hein, avant toute chose, c'est toujours avec la permission des autorités. Oui. C'est comme Blind Masters. Blind Masters n'aurait jamais pu imposer ces crédits défaut swap qui ont ruiné le système financier actuel s'il n'y avait pas eu l'accord supérieur de toutes les autorités, de la Banque fédérale américaine, allemande, française, etc. Bon, pour vous donner une idée, c'est Pierre Bérégovoy, hein, ministre de l'économie socialiste, qui a permis l'utilisation en France des premiers crédits dérivés. Ça vous montre le niveau. Hein. Et connaissant Bérégovoy, ça lui est pas venu à lui tout seul. Hein. Il était pas au niveau, le mec. Hein. Hein, on lui a fait signer ça tout de suite. Hein. On lui a fait d'autres choses, mais ça c'est plus tard. On lui a surtout prêté un pistolet qui tire 2 fois dans le pauvre. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Au XVIIe siècle, ou même avant d'ailleurs, les Français se promenaient, ils n'avaient pas checké sur eux, ils n'avaient pas de carte bleue, ils n'avaient pas de carte Visa, ni carte retrait éclair ou banque postale. Ils se promenaient avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Hein, cette expression est toujours dans la langue française. Des espèces sonnants et trébuchants. En fait, la bourse. Hein, vous savez, vous connaissez la célèbre expression, la bourse ou la vie. Hein, voilà. Donc, ils avaient sur eux des pièces d'or, des pièces d'argent, ou éventuellement des pièces de cuivre, hein, les sous, hein, on appelait ça comme ça. Et je vous résume très, très simplement. John Law a dit, voilà, j'ouvre une banque, c'est la banque de l'État, de la monarchie. Les Français sont invités à y déposer leur or, donc métal, hein, en échange de quoi la même banque va leur donner un certificat comme quoi ils ont bien déposé un lingot. Hein, et donc ils ont une sorte ils peuvent faire des chèques, on va dire ça comme ça, sur ce qu'ils ont déposé dans l'établissement financier. Et donc cet établissement financier, ces établissements vont ouvrir un peu partout en France, et ce qui a permis en fait à John Law et à son établissement de ramener
part devers lui quasiment, je ne veux pas dire la totalité, mais une grande partie, au moins 70% de la richesse des Français en lingots d'or, en pièces d'or, en pièces d'argent, et surtout, il y avait également énormément d'évêques, d'hommes d'église qui ont mis, figurez-vous, une grande partie de la vaisselle sacrée. Comme quoi, vous savez, vivez dans la pauvreté, mais les évêques ne sont pas les derniers. Du fait, faites ce que je dis, mais pas ce que je veux. Hein, voilà. C'était très, enfin voilà, cet épisode que raconte que raconte Thiers là-dedans est absolument exceptionnel, hein, vraiment exceptionnel. Là, je vous fais juste la partie ce qu'on appelle le John Law System. Hein, voilà. Le John Law System. Et donc, l'avantage de cela pour les Français, c'était de ne pas avoir à se promener avec 2 kilos de pièces dans vos poches. Parce qu'une pièce d'or, c'est quand même assez lourd. Hein, même si ça prend pas de place, c'est quand même assez lourd. Une pièce d'argent, c'est encore plus lourd, hein, et ainsi de suite. Donc là, ils avaient des comment dire, du papier. Hein, et progressivement, John Law s'est rendu compte et le régent surtout, ils se sont rendu compte que ça a marché très bien, et donc et à partir de ce moment-là, ils ont encouragé tout le reste du pays à mettre leur richesse dans ces établissements, on va dire bancaires, en échange de papier. Voilà. Donc au début, ça a très bien fonctionné. Voilà, au début. Il y a un problème s'il y a toujours l'équivalence entre le papier et l'or qui est en dépôt. Il n'y a pas de difficulté, j'ai l'impression. C'était un peu le calcul que John Law avait fait, simplement pour remonter les finances du pays. Donc lui, il s'est dit qu'en fait, on avait besoin d'une réserve fractionnelle, c'est-à-dire que sur 100 lingots d'or, on va en prendre 80 et on va s'en servir pour rembourser nos dettes. Et puis le reste, les gens ne viendront pas à récupérer leur or. Voilà, ils se sont mis là-dessus. Et d'un seul coup, la confiance a été rompue, hein, puisque à un moment donné, il y a eu un prince, un aristocrate, qui d'un seul coup a voulu récupérer tous ses lingots en échange de son papier, et la banque lui a rendu son argent avec beaucoup de réticence. Ça vous rappelle rien, ça? C'est curieux, on vit exactement la même chose en ce moment avec la banque postale et avec d'autres banques. C'est-à-dire que vous avez 20 000, 200 000 euros sur votre compte, vous leur dites rendez-moi mes 20 000 euros, le banquier il va vous dire non. Non, moi j'ai des lois, vous êtes un terroriste, toutes les raisons sont bonnes pour pas vous donner votre argent. On est exactement dans la même situation. C'est-à-dire ce que les Français ont vécu à l'époque au XVIIe, dans les années 630-640, eh bien là on est en train de le vivre à nouveau, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'encourage les gens, parce que d'abord c'est vraiment de l'histoire, et c'est de l'histoire passionnante, je veux dire même c'est de l'histoire amusante, parce qu'on voit que la cupidité c'est ce qui fait vraiment tourner le monde, hein, principalement, et que les cupides sont les premiers à tomber à un moment donné ou un autre. Je vous donne un exemple. Vous avez un petit rigolo américain qui avait séduit la fille de Bill Clinton et Hillary Clinton. Ce monsieur travaille dans un hedge fund, hein, bien entendu, parce qu'il travaille à Wall Street, donc voilà. Donc et donc pensant qu'il était encore plus intelligent que les autres, il a lancé donc un fonds qui s'appelle le Réveil grec. Hein, dans lequel il a fait investir je ne sais plus combien de dizaines de millions de dollars, voire des centaines de millions de dollars à tous ses clients, en disant il y a 3 ans, 4 ans, en disant les Grecs sont à zéro, maintenant ils ne peuvent que remonter, hein, voilà. Et donc ils se sont rendus compte hier qu'en fait son hedge fund, dans lequel il y avait on va dire une centaine de millions de dollars, il ne reste plus que 10 millions de dollars. Donc ils ont tout perdu, hein, voilà. Vous voyez, la cupidité, ça a toujours fait marcher et la cupidité, on le voit, la cupidité des Parisiens, des Français, du moins ceux qui sont tombés dans le piège de John Law, ils l'ont payé vraiment très très cher. Hein. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, parce que là, on dit jamais 203, mais on voit que le premier épisode, c'est John Law. Deuxième épisode, ce sont les révolutionnaires français.
Hein, après 1789, donc toute la période 1790 jusqu'à 1700, jusqu'à l'arrivée de Napoléon, hein, techniquement. Épisode 2, Napoléon arrive, il revient au standard or, il supprime la planche ébier, hein, et ça jusqu'à jusqu'à la Première Guerre mondiale, hein, tout simplement. Et ensuite, on réintègre le Bretton Woods, qui est un standard or indirect. Et depuis 1971, troisième étape, hein, troisième coup, c'est John Law à nouveau, et à nouveau on va vers la faillite, vers la très grande explosion. C'est très important, vous savez, l'histoire nous montre plein de choses, l'histoire nous montre ce qui va se passer. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que John Law, qui au demeurant est un homme sympathique. Ouais, mais du moins, j'ai trop. Il s'est jamais enrichi personnellement, hein, il faut vraiment jamais. Ah non 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 non. John Law est extrêmement honnête. Hein. Il est honnête. Il avait des comptes, on va dire ces trucs étaient réglo, sauf qu'à un moment donné, il était en faillite, et donc à partir de ce moment-là, bah, il a commencé pour sauver son système, il a instauré la délation, comme pendant la guerre. Hein, vous savez, il fallait dénoncer les résistants, il fallait dénoncer les juifs, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, John Law est le premier à avoir obligé le régent à signer donc un décret royal obligeant les Français à dénoncer ceux qui n'acceptaient pas les billets de banque les billets lots, comme on dit. Hein, voilà. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Mais le problème, c'est que les agriculteurs n'en voulaient pas. Hein, parce que la monnaie perdait, les billets perdaient de leur valeur. Donc c'est vraiment comment dire, le travail d'Adolphe Thiers, le fait qu'on l'ait retravaillé, si je peux dire, ça m'a permis, et ça va permettre également à vos spectateurs de vraiment se rendre compte de l'ampleur et de l'immense escroquerie de tous ces gens qu'on appelle économistes. Mais c'est invraisemblable. Qu'est-ce que c'est un économiste? Dites-nous ce que... un économiste, c'est un arnaqueur, vous voyez. C'est un peu comme les mecs sur les marchés, vous voyez, qui vous disent et pour 5 euros de plus, je vais vous mettre 2 rideaux, une tringle, et ainsi de suite. Voilà. Et puis je vais vous mettre un édredon, et puis ni vu ni connu. Enfin bon, et vous vous retrouvez chez vous avec des serviettes. Hein, voilà. Ou alors avec des rideaux, mais valables uniquement pour un truc de 20 cm sur 20. Voilà. L'économiste n'existe pas. Moi, je rappelle, pour le principe, je vais vous prendre un exemple typique, Colbert. Hein, Colbert qui était, on va dire, aujourd'hui on va l'appeler ministre des Finances de Louis XIV. Louis XIV ne l'appelait pas ministre des Finances. Il était surtout le grand intendant. Il était l'intendant. Et qu'est-ce qu'un intendant? C'est avant tout un comptable. C'est quelqu'un qui compte les entrées et les sorties, qui prévoit ce qu'on on va devoir payer ce mois-ci, le mois d'après, ainsi de suite, de voir que les emprunts qu'on a fait, qu'on pourra les rembourser, de manière à ce que les comptes soient équilibrés. C'est un comptable ou un expert comptable, voilà, on peut appeler ça comme vous voulez, ou un commissaire aux comptes. Hein, allez, on va même donner du commissaire au compte. Hein, c'est le degré supérieur de la ultra comptabilité. Hein. Moi, je rappelle que justement les commissaires au compte qui s'appelaient Arthur Andersen sont tombés pour fraude gigantesque, hein, dans l'affaire Enron. Et justement dans le dossier, que j'ai fait, vous allez voir, il y a également Enron. Il y a Enron. Parce que Enron, c'est typiquement, si vous voulez, du John Law. Hein, voilà. Nous sommes, cette fin du XXe siècle, début XXIe siècle, hein, est une répétition géante, c'est ce que j'ai dit avant, d'une sorte d'explosion, méga explosion, à venir des banques et du système financier. Et aujourd'hui, les banques et le système financier, Wall Street, est en train de chercher désespérément des mesures pour éviter cette faillite, cette explosion géante. Et vous le voyez, vous le voyez bien. Moi, vous savez, j'ai annoncé l'apocalypse
l'apocalypse financière. C'est pas du tout par hasard que j'ai utilisé ce terme. J'ai utilisé d'une part à cause de mon livre 777 hein, et de l'explosion de Wall Street le 29 septembre. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Bon, à l'époque, j'avais dit ils ne passeront pas, ils ne passeront pas 2000. Je pensais de janvier-février 2013, hein, parce que les banques étaient vraiment totalement en faillite, ça ne pouvait pas continuer. Tous les chefs d'État se sont réunis, les gouverneurs de banques centrales se sont réunis, et ils ont décidé de continuer la planche à billets. Banque du Japon, Banque d'Angleterre, et surtout, bien entendu, la Fed. Alors, ils ont fabriqué tant de monnaies de singe, de la monnaie qui repose sur rien. Hein, Donc, le principe, c'est d'avoir une petite réserve et de s'en servir pour faire des billets. Non, il n'y a pas de réserve. Non. Enfin, il faut quand même réexpliquer le b.a.-ba. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie, en fait, repose sur l'agriculture. Faut jamais l'oublier. Hein, voilà, on élève des brebis, on élève des vaches, des cochons, des chèvres, des brebis, etc. Donc, c'est une valeur marchande qui permet aux gens de se nourrir. Hein. C'est la même chose pour l'agriculture végétale, hein, pour les tomates, pour les pommes de terre, etc. Il y a un travail qui est fait et les agriculteurs vendent leur récolte. Hein, ça, c'est la base. Les pièces d'or ont permis aux gens d'être payés, de se payer mutuellement, sans être obligés d'aller sur les marchés avec leurs brebis, hein, les 2 kilos de céréales, enfin, 2 tonnes de céréales pour échanger. Et puis, bon, le troc n'est pas fondamentalement une solution, de toute façon, alors que les pièces d'or et les pièces d'argent, effectivement, c'est une solution. C'est pour ça que 3000 ans d'histoire monétaire sont là. Vous ne pouvez pas créer plus de valeur que vous ne créez plus de récoltes. D'accord? Je vous prends un autre exemple. Je suis producteur de champagne à Épernay ou à Reims, voilà. Et j'ai des vignes, hein, on va appeler ça le champagne des archanges, hein, voilà. Et ma production est limitée je suis limité, on va dire 1000 bouteilles ou à 10 000, allez, on va dire 10 000 bouteilles par an. Je peux pas fabriquer plus parce que d'abord j'ai pas plus de terre, donc je suis limité et ma richesse, on va dire, elle correspond à 10 000 bouteilles, mais pas plus. C'est la même chose, c'est la même chose pour les autres. Maintenant, imaginez que je reçois des commandes pour 30 000 bouteilles, d'accord? Et je vais fabriquer des bouteilles vides que je vais remplir avec de l'eau et que je vais vendre au même prix que le champagne. Alors, vous me direz, c'est de l'escroquerie, et vous aurez raison. Mais c'est exactement ce que font les banques aujourd'hui. Ça s'appelle la planche à billets, ça porte un autre nom. C'est clair? Oui. Bah, voilà. Et les Américains donc se sont emparés de l'enseignement de l'économie à partir des années 70. Et ils ont mis des termes comme économie dessus, économie. Hein, vous avez même un prix Nobel d'économie, si mes souvenirs sont bons. Et bien entendu, tout ça ne sert strictement à rien, parce que aucun des économistes que vous connaissez, hormis un, Roubini, hein, n'avait annoncé l'effondrement du système. Donc, vous savez, je peux dire, je pourrais me parer du titre d'économiste, mais je méprise. J'ai un tel mépris pour les économistes et pour tous ceux qui se disent économistes que je préfère ignorer ce terme. Je préfère garder mon titre de journaliste, tout simplement. Je trouve que c'est beaucoup plus juste, hein, plutôt que s'appeler économiste. À la limite, non mais c'est vrai. Je veux dire, un marabout africain est plus honnête que les économistes, hein, ou les banquiers centraux. Oui. Mais aujourd'hui, on a des économistes, enfin le gouvernement français rempli d'économistes qui viennent vous donner des leçons tous les jours sur la façon de gérer votre patrimoine, de gérer ce que vous n'avez pas. Enfin, vous savez, le meilleur, tous ces économistes, je pense notamment Fiorentino, alors là il me fait bien rigoler, qui vraiment il y a encore 2-3 ans disait aux Français de mettre leur argent dans le livret A.
Alors, je reviens à votre question précédente, hein, et toujours avec John Law, parce que ça, c'est génial. Les gouvernements, les chefs d'État et les gouverneurs de banques centrales, pardon, se sont mis d'accord en fin 2012, début 2013, de continuer massivement la planche à billets, et ils ont fabriqué tant de bouteilles de champagne vides ou avec de l'eau, qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les taux négatifs. Les taux négatifs est en train de détruire toute l'économie des Européens et surtout en train de détruire tous les retraités. Tous les retraités d'une part, et ensuite l'épargne de tous ceux qui bossent, de tous ceux qui travaillent, la trésorerie des entreprises. C'est une destruction absolue parce que les taux d'intérêt sont peut-être de zéro, mais si quand vous faites vos courses chaque année, les trucs qu'on achète enfin je veux dire quotidiennement, c'est 6%, 8% par an. Hein, voilà. Donc vous ajoutez 6%, 8% par an depuis 2008, faites le compte de tout ce que vous avez déjà perdu. Et à quoi ça correspond ces taux négatifs? Alors C'est de l'argent créé de nulle part. Ils ont tellement d'argent, ils savent plus quoi en faire. Et ils ne savent plus quoi en faire. Pourquoi par exemple, écoutez, la première fois, c'est important pour vos spectateurs. C'est la première fois, la première fois que j'ai parlé, ou même en France, on a parlé de taux négatifs à venir. C'était dans ma revue de presse. J'ai vérifié, c'était en 2009. Hein, c'était en mars 2009. J'ai dit, voilà, on va arriver au taux négatif. Et pourquoi j'en ai parlé? Parce que j'avais vu je crois que c'est une banque danoise ou une banque suédoise, je crois que c'est une banque danoise en effet, parce que à l'époque le pétrole le cours du pétrole n'était pas aussi bas qu'aujourd'hui, et donc tous les pétroliers ils avaient des milliards, ils savaient plus quoi en faire, donc ils mettaient tout. Ils mettaient tout dans leur banque, hein, la banque Danska Banka, je sais pas quoi. Et les banquiers, eux, ils savaient plus quoi en faire. Donc ils disaient, bon, écoutez, nous on a trop d'argent, on va pas vous donner 3% parce que là c'est inhumain. De toute façon, nous on a plein d'argent de notre côté, on sait plus quoi en faire, donc on met du tout, on vous met du 1%. Et puis ils sont descendus de 1, 0,5, 0, puis là maintenant dans toute l'Europe, même la Hongrie, même le bon du trésor de la Hongrie est négatif aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Les bons du trésor que vend la France aujourd'hui sont négatifs. Les bons du trésor du Japon, remarquez, c'est normal, le Japon c'est une poubelle ambulante en termes monétaires, sont négatifs. Mais c'est une destruction totale du pays, des habitants, des richesses, au profit de techniquement d'une seule entité, comme ici d'ailleurs, comme dans le livre John Law. C'est toujours du 1% de ceux qui sont très 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 riches et de ceux qui sont informés, en l'occurrence. Donc c'est pour ça que je dis à vos spectateurs, puisque maintenant vous êtes informés, agissez, faites en sorte de ne pas vous faire ruiner comme tous ceux à l'époque. Donc en fait, sortez l'argent de votre livret de caisse d'épargne parce que bientôt il va plus rien. De toute façon, excusez-moi, mais à 0%, faut être con pour laisser l'argent. Oui. Faut être totalement stupide. Vous savez, les Japonais, c'est ce qu'ont fait les Japonais. Hein. Les taux sont négatifs sur les banques au Japon aujourd'hui. Que croyez-vous qu'a fait la ménagère japonaise? Parce que au Japon, c'est la japonaise qui s'occupe des finances de la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti son argent des banques. Hein, là-bas, elles n'ont pas d'interdiction de sortie de récupérer leur argent des banques. Hein, elles le gardent chez elles dans un coffre. Hein, puisque la banque vous met un taux d'intérêt négatif, alors que chez vous, il n'y a pas de taux d'intérêt négatif. Oui. Bah, déjà, c'est déjà ça de gagner. Oui. Oui. C'est la même chose pour le livret A. Oui. Aujourd'hui, vous serez de toute façon, si le gouvernement français paye ne serait-ce que 1%, je veux dire, il sera ruiné, il sera bientôt ruiné, totalement ruiné, puisque l'intégralité de l'eurozone est quasiment en taux négatif. Mais alors, Le taux négatif, c'est le résultat de toutes ces centaines de milliards de monnaies de singe qu'ils ont imprimées pour rien. Vous comprenez? Oui. Oui. Mais alors, on repart du rentier, quoi, qui a son argent sur le livret A. Il veut le sortir, mais il le sort en billets. Mais maintenant, les billets, bientôt, ils n'existent plus. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Bah écoutez, attendez, et c'est pas faute d'avoir prévenu là pour le coup, c'est pas faute d'avoir prévenu les Français hein, dans ma revue de presse. Hein, ça, qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui, on est bien d'accord. D'un seul coup, ah mais attendez, ils veulent supprimer l'argent. Bah oui, hein, fallait vous y prendre avant. Le système financier, Wall Street en l'occurrence, a décidé de supprimer l'argent liquide pour sauver les banques. Voilà. En vous empêchant de récupérer votre argent, ils gardent ils gardent votre argent. C'est à eux. C'est un transfert de propriété, sans le dire. Vous comprenez? C'est un peu comme si, imaginez, vous avez une voiture de collection. Hein, vous avez je sais pas moi, une vieille Jaguar ou une vieille Ferrari. Hein, voilà, une Jaguar type E hein, pour au hasard. Et que elle est dans un garage hein, qui est aéré, machin, etc. Et le garage vous dit ah non monsieur, nous on garde votre voiture, mais vous pouvez pas la prendre. Hein. C'est trop dangereux hein, de rouler avec. Hein, non non non. Voilà. Et donc en fait, il y a et en plus ils ont vos clés. Vous voyez, vous avez même pas les clés, vous pouvez même pas sortir avec. Voilà. C'est à vous, mais c'est pas à vous. La banque en fait ce qu'elle veut. Dans les livres 666, j'ai montré maints cas où les banques ont escroqué les gens avec des faux lingots d'or, des faux lingots d'argent et ainsi de suite. Hein. Et en plus, ils leur louaient, ils leur facturaient des coffres qui n'ont jamais existé. Hein, des grandes banques de Wall Street, hein, je précise. Hein, là, vous l'avez dans le livre. Donc, je dis bien, faites attention parce que l'effondrement du système financier actuel est inévitable. Preuve en est, les taux négatifs. C'est une première mondiale. Là, moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, Jovanovic parle d'effondrement, mais on voit rien venir. Espèce de crétin, les taux négatifs, c'est quoi? Les taux négatifs, c'est quoi? Non mais les mecs, ils sont la stupidité de certains est absolument effrayante. Hein, avec un taux négatif, bah il vous reste plus rien de votre argent, hein? Voilà, tout simplement. Vous êtes nettoyé. Et les mecs, ils comprennent pas. Les mecs, ils sont, vous voyez, la maison est en train de brûler autour d'eux, mais ils voient pas. C'est extraordinaire. C'est fascinant de voir ça. Et là je remercierai jamais assez Thiers et surtout John Law parce que franchement, ça m'a permis de comprendre encore mieux, si vous voulez, les implications. Oui. Oui. Mais alors, donc, la solution, c'est d'acheter de l'or ou de l'argent. La solution, écoutez-moi. C'est pas d'acheter attendez. Du papier, des certificats d'or et des. Non, surtout pas. Alors là, surtout pas de certificats. Non, parce que c'est une arnaque. C'est la banque Rothschild qui vend ça. Oui, c'est la même chose, bien sûr. La banque Rothschild, c'est ce qu'elle fait. Elle vend des ETF. La Rothschild France, hein. J'ai une amie, elle m'a montré ses relevés. Elle pensait qu'elle avait ses vrais lingots. La banque Rothschild, l'a arnaqué. Et sur son relevé, on voit bien ETF. C'est du papier. Mais tu t'es fait rouler dans la farine, ma pauvre chérie. Non, mais c'est invraisemblable. La première chose, vous savez, dans tout système qui s'effondre, la poussière finit par retomber. C'était le cas de la révolution de 1913 en Russie. C'était le cas de la Révolution française. Tout finit par à un moment donné par se remettre en route, toujours. Si vous regardez bien, en Argentine par exemple, on a un très bon cas, l'Argentine 2001. Mais surtout, on a le cas de, si vous voulez, le directoire, par exemple, napoléonien. C'est très, le directoire, si vous voulez, montre bien à quel point, si vous voulez, le 1% des très très riches se sont enrichis sur le dos des Français, qui n'étaient bien entendu pas informés. Hein, ça va de soi. En revanche, tous ceux qui avaient des terres, hein, tous ceux qui avaient des terres, une maison ou des maisons, hein, ou des studios, peu importe, des appartements, eux, ils s'en sont sortis, hein, parce que la location de maison, tout le monde en a besoin à un moment donné ou à un autre, et que ça vous permet de traverser le temps de manière naturelle. Si vous regardez aujourd'hui, quelles sont les choses qui traversent le temps? Hein, qu'est-ce qui vous permet, par exemple, de traverser le temps? Techniquement, c'est toujours les pièces d'or et les pièces d'argent, surtout les pièces d'or.
Hein, vous retrouvez c'est ce que je dis toujours, hein, vous retrouvez des pièces d'or de l'époque, je sais pas moi, de Jeanne d'Arc, hein, elles sont toujours valables aujourd'hui. On parle même pas de leur valeur numismatique, hein, on est bien d'accord. Simplement le poids de l'or. Hein, et en plus, à l'époque, ils étaient à 24 carats, les mecs, ça rigolait pas. Hein. C'était pas du 14 carats comme chez Leclerc Or aujourd'hui. C'est les mecs, ils osent vous vendre. Ou alors, il y a Monnaie de Paris. Je sais pas si vous avez vu. Hein, alors, Monnaie de Paris, alors je sais plus. Alors, eux, pièce d'argent. Alors, ils osent. C'est vraiment une bande d'enfoirés, eux. Ils vendent une pièce d'argent. Elle est marquée pièce d'argent, machin, je sais pas quoi, République. Et puis en dessous, en tout petit, il y a marqué, il y a que 30% d'argent dedans, je crois. Non, mais vous vous rendez compte? Enfin bon, voilà. Donc vous voyez que tous les moyens sont bons et que les députés ne votent pas de loi pour ces gens-là. En revanche, moi j'ai vu Monsieur Valls hier voter avant-hier. Ils ont voté, je sais pas combien de directives pour s'occuper des islamistes, pour leur faire changer d'avis. Donc ils vont jouer au baby-foot, ils vont faire de l'aviron. Voilà. Mais en revanche, pour que les banquiers n'arnaquent pas les Français, alors ça leur viendrait pas à l'esprit de voter des lois pour ça. Certainement pas. Donc vous voyez bien l'esbrouf de ce gouvernement qui intégralement vend tout banque. Moi je rappelle à vos spectateurs que Manuel Valls a défendu une directive, les directives des régionales, du Rassemblement régional, c'est une directive Goldman Sachs. Et j'avais donné ça dans une interview il y a 4 ans. Hein. C'était Goldman Sachs qui avait donné ça à la OCDE, le CDE l'a repris, et au final ça a mis 4 ans, 5 ans, mais c'est Manuel Valls qui a défendu le truc, ça a donné nos élections régionales il y a quoi, 4-5 mois. Répartition des régions. Aujourd'hui, ce sont les banques qui pilotent le monde. Regardez Donald Trump. Donald Trump, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait il y a 5 jours? Il a décidé de prendre, en tant que ministre des Finances, on va dire ça comme ça, un banquier, un ancien de chez George Soros, et surtout un ancien partner. Hein, ça veut dire qu'il a déjà fait ses armes chez Goldman Sachs. Donc il a un nom compliqué, je sais plus comment il s'appelle, Nucknen, un truc comme ça, Steve Nucknen, un nom bizarre. Vous regarderez sur la revue de presse. Donc, vous voyez, Trump, après avoir vilipendé son adversaire Cruz et Hillary Clinton parce qu'elle avait des dons massifs de la part de la Goldman Sachs, Cruz parce que c'était un ancien de la Goldman Sachs, maintenant il s'en est débarrassé, il prend comme collaborateur pour tout ce qui est financier un banquier de la Goldman Sachs. Donc voilà. Il a des chances d'être élu maintenant. Ah bah oui, il y a plus qu'un peu, oui. Plus qu'un peu. D'ailleurs, vous voyez le travail de Goldman Sachs à l'œuvre en ce moment. Vous voyez quelqu'un comme Macron. Vous savez, avant qu'il aille chez Jeanne d'Arc, là, à Orléans, il était 15 jours avant, ils étaient à Londres. Il y a eu plusieurs banquiers, une réunion avec plusieurs banquiers autour de Macron, dont un banquier de la Goldman Sachs, un banquier français, précisons-le. Pour mettre de l'argent dans son nouveau parti politique. Hein, voilà, donc on peut dire que Macron c'est l'homme des banques et surtout en particulier l'homme de la Goldman Sachs. Hein, parce que le Goldman Sachs n'a pas encore vraiment quelqu'un de très représentatif en France. Et, historiquement, lui, les banques Lazare, hein, la banque Lazare, la banque Rothschild, c'est elle qui politiquement avait toujours posé leurs hommes. Mais Goldman Sachs n'avait personne, donc il laisse Lazare et Rothschild pour la France. Mais en Italie, par exemple, Draghi, c'est un monsieur Goldman Sachs. Hein, ah oui, bah oui, c'est pas n'importe quoi. Oui. Alors, l'affaire Lowe, elle s'est terminée de quelle façon? Racontez-nous ça. Bah, écoutez, l'affaire Lowe s'est terminée dans un désastre absolu, puisque tout l'argent billet, hein, les billets un peu comme cela, là, hein, voilà. On va dire qu'il n'y avait pas marqué. Il faudrait que vous fassiez des incrustes, hein, il faut que vous montiez les billets. Voilà, bah, tout ça n'avait plus du tout de valeur. C'est-à-dire que les gens qui avaient mis leur or et qui avaient pris en échange des certificats en disant que leurs économies étaient bien, ils ont tout perdu. Ils ont absolument tout perdu. Au point que John Law a été obligé de fuir. De fuir Paris. Oui. Il s'est déguisé en femme. Il est monté à bord d'un fiacre et il a été obligé de fuir jusqu'à Venise.
et on lui en a beaucoup voulu. Alors que fondamentalement, bon, c'est vrai que je suis d'accord avec Thiers là-dessus. J'ai lu bien entendu d'autres livres hein, sur John Law. Vous avez même une pièce de théâtre qui se joue en ce moment hein, avec Laurent Deutsch sur John Law. Hein. Donc vous voyez qu'il est il est toujours là. Oui, oui. Hein. Et il y a même, vous avez eu, Nouvel Observateur avait fait une il y a 2 3 ans. Il y avait John Law et Blind Masters dessus. Oui. Vous voyez que c'est toujours d'actualité. C'est pour ça que j'ai écrit 60 pages de dossier en montrant, si vous voulez, alors c'est pas du tout. Je suis sorti justement de économie en montrant que les artistes comme les Rolling Stones, que les cinéastes, que quelqu'un comme Alice Cooper, par exemple, a anticipé la faillite du dollar, de la planche à billets, hein, que tout ça va disparaître. Hein, dans une espèce d'explosion. Il n'y aura même pas d'explosion, c'est-à-dire d'un seul coup d'un seul, il n'y aura plus rien. Hein, voilà. Je vois ça, et c'est pour ça que les banques aujourd'hui veulent supprimer l'argent liquide. Mais ça va être un grand problème parce qu'en Allemagne, par exemple, ils payent tout en liquide. Donc allez imposer. Regardez, ils ont déjà. Vous avez vu passer cette dépêche il y a 2 jours pendant les vacances. C'est toujours pendant les vacances, remarquez bien. La Banque de France a décidé la Banque centrale européenne, pardon, a décidé de supprimer l'impression des billets de 500 euros. Oui. Bien entendu, ça sert aux terroristes. Vous vous rendez compte? Oui. Oui. Les terroristes sont tellement cons, évidemment. Les mecs, ils arrivent pour acheter leurs armes avec des billets de 500. C'est évident, c'est clair. Non mais hein, c'est une évidence. Vous voyez, c'est toujours le terrorisme est un très très bon prétexte. Oui. Hein, c'est un très bon toit pour sauver les banques, pour sauver les banques, hein, pour sauver la gueule des banques. Hein. Mais je crois que malheureusement que le sang des innocents finira par retomber sur ces banquiers. Quel conseil vous allez donner aux Français moyens, aux retraités, pour se sortir de cette situation? Alors d'abord, vous savez, le français moyen n'existe pas. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de français moyen. Les Français sont des gens extrêmement intelligents, mais surtout en ce moment, vous avez une télévision qui cherche à les abêtir hein, par manque d'informations. Alors effectivement, on va dire que ceux qui sont moyennement informés, ça serait plus juste. C'est une question que vous m'avez déjà posée dans une interview précédente. Voilà, ma réponse est toujours la même. Privilégier, alors ça dépend, hein, tout le monde ne voit pas midi à sa porte de la même façon. Il y a des gens qui ont 4 000 euros devant eux, d'autres qui ont 400 000 ou 4 millions. Donc bien entendu, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais en l'occurrence, je tiens à préciser que les assurances vie, vous ne les verrez pas. Hein, voilà. Aujourd'hui, je vois des grandes compagnies d'assurance américaines, anglaises, etc., qui sont en train d'informer tous les retraités que leur retraite va être baissée de 20, 30, 40, 50%. C'est le cas, par exemple, comment dire, du fonds de pension des camionneurs américains. Hein, ça touche quand même 500 ou 600 000 personnes, hein, c'est pas rien. C'est un fonds de pension, d'accord. Bon, maintenant, si vous voulez un truc plus sortir d'Al Capone, vous avez également le fonds de pension des enseignants universitaires anglais. Hein, là, hein, ça doit être peut-être plus sérieux, qui ont informé leurs bénéficiaires que leur retraite va être abaissée de 20 ou 25%. Hein, voilà, donc s'ils touchent par exemple 1 000 euros, bah, ça sera 250 euros de moins. Ouais. Voilà, Tintin. Donc, je dis à ceux qui travaillent, que votre retraite, vous n'y comptez pas trop, ne comptez pas trop dessus. À ceux qui sont retraités, préparez-vous à ce qu'il y ait, à ce que vous ayez encore moins. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est exactement ce qu'on a vu en Grèce à partir de 2009.
je le rappelle, hein, la première fois j'ai commencé à parler justement je disais que les retraités grecs avaient fait les frais du régime d'austérité massif qui leur a été imposé. Ils ont vu leur retraite baisser de 40, d'abord c'était 20, puis ensuite 30, 40, 50. Voilà, aujourd'hui ils sont à moins 60, parfois même moins 70%. Je ne sais pas si vous réalisez. Non mais attendez, mais c'est invraisemblable, hein. Donc soyez prévoyants, soyez prévoyants. C'est ça. Je pense que j'ai donné suffisamment de preuves aux Français depuis le temps, hein, depuis maintenant le 20 février 2008. Hein, tout ce que je leur ai annoncé à l'avance en disant n'ayez aucune strictement, il y aura jamais de reprise, et il n'y aura que du chômage de plus en plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors qu'à l'époque, j'avais des menaces de mort. Hein. Pendant 2 ans, j'ai eu des menaces de mort permanentes en me disant de fermer ma gueule, hein, je cite, hein, de texto. Sinon, j'allais me retrouver sous une voiture et j'en passais des meilleurs. Bref, la situation est encore pire. Les licenciements, j'en parle même pas. J'ai des kilomètres j'ai une liste qui fait 1 kilomètre de licenciements que j'ai même pas pu mettre à jour. Genre d'être extrêmement prévoyant, d'avoir chez eux, de prendre leur disposition en termes de pièces d'or, pièces d'argent, en termes de studios à louer, d'appartements, de maisons avec jardin, potager, puits, voilà. Et à partir de là, si vous avez déjà ça, vous êtes tranquille. Hein, de toute façon, ça ne sert à rien d'être l'homme le plus riche du cimetière. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est une évidence qu'il faut rappeler. En revanche, tout le monde finit par mourir à un moment donné ou à un autre. Le fait, si vous voulez, vient à un moment donné, si vous voulez, on a comment dire, on a une forme de sagesse. Hein, on va dire ça comme ça. Je pense que la sagesse va avec la prévoyance. Hein, voilà. Tout le monde voit qu'aujourd'hui la situation est absolument dramatique, hein, qu'ils sont prêts à tous les mensonges pour nous faire croire qu'il fait beau, hein, alors que tout le monde voit qu'il pleut. J'invente rien. Je veux dire, le 8 mai dernier, Monsieur François Hollande a trouvé le moyen de remonter les Champs-Élysées sans qu'il y ait de public sur les Champs-Élysées, pour ne pas être hué. Ça me rappelle Ceausescu, vous voyez, qui mettait des décors en carton sur le passage de Nixon, avec des paysans qui applaudissaient bravement sur ordre, le village Potemkin. Hein, voilà, François Hollande en est là aujourd'hui. La France en est là. Est-ce que vous réalisez ? Est-ce qu'on peut imaginer De Gaulle ou même Pompidou remontant le 8 mai les Champs-Élysées sans que le peuple soit derrière lui, qu'il le regarde et l'applaudisse? Enfin, non, on n'applaudit pas le 8 mai. Mais c'est quand même invraisemblable. Voilà. Donc c'est ce que c'est ce que je veux dire. C'est très important. Et d'ailleurs, j'y pense parce que j'oublie régulièrement. Je dis à vos spectateurs qui ont des tablettes ou des téléphones, des grands téléphones Apple ou comment ça s'appelle, Android, etc. Que maintenant ils peuvent télécharger directement via Amazon ou Apple. Les livres électroniques directement. Donc moi c'est un truc que je fais souvent si je vois un auteur qui me plaît dans les 30 secondes, j'ai descendu son livre et je suis en train de le lire. Alors là je vous recommande vraiment voilà, c'est modernisé, hein, totalement modernisé par Anne-Marie Bruyant. Ah oui. Exactement, il est disponible en e-book et surtout, je trouve d'ailleurs que alors je vous en parle parce que la qualité des photos est infiniment meilleure, évidemment. Hein, ça c'est génial. Hein, surtout celle d'Alice Cooper. Il y a celle-là, hein, c'est une photo rarissime que j'avais trouvée et dont on a acheté les droits d'ailleurs. Vous voyez cette regardez. Vous voyez, on est en 1973 là. Oui. Vous voyez. Là, ils étaient tous défoncés, hein, tous sous drogue. Hein. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Sinon, l'imposition de la planche à billets américaine avec le revolver sur la tempe. Vous voyez? Non, mais attendez, les artistes, vous savez, sont des visionnaires. Les écrivains, sont des visionnaires. Ils sont prophètes à leur façon, ils ne savent pas. Ils ne savent pas trop ce qu'ils expriment.
Hein, vous avez un autre groupe hein, qui a fait la même chose en même temps d'ailleurs. Oui. C'était Pink Floyd, le fameux tube Money. Oui. Rappelez-vous, c'est au moment de la planche à billets, de la déconnexion de Bretton Woods. Oui. C'est tout à fait extraordinaire. C'est un changement d'époque radical, aussi bien en termes musicaux qu'en termes monétaires. Hein, c'est prophétique. Les écrivains sont, les écrivains musiciens, on partage cette. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec Paul Naref là-dessus parce que j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Il y a une espèce de folie qui nous rassemble et qui fait que on peut faire des choses alors que tout le monde nous dit qu'il faut pas les faire ou qu'on a tort ou que ceci. Vous comprenez? C'est très important. Moi, je repense à ça parce que j'ai eu combien de menaces de mort au début de la revue de presse hein, en 2008-2009, ça n'arrêtait pas. Je me souviens même Laurent Fent un jour qui a été avec moi à la radio. Il voyait les mails et il disait mais il faut vraiment là tu vas au commissariat tout de suite quoi. Il faut que tu demandes une protection. Alors j'ai dit ok j'ai j'attends encore un peu, j'ai un bon ange gardien. Voilà, donc à lire l'histoire de John Law, c'est fascinant, enfin, vraiment fascinant de voir que ça a été inventé en France, que c'est un Anglais, et figurez-vous, pour qu'il puisse continuer, pour devenir ministre des Finances, etc., il était obligé de se convertir, parce qu'il était protestant, donc il est devenu catholique. Non mais c'est drôle, c'est vraiment drôle, donc en étant catholique, il pouvait fabriquer de la planche à billets autant qu'on veut, quoi. C'est absolument génial. Non mais il y a toute une logique, et les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'il faisait. Mais Thiers le reconnaît lui-même. Il dit il aurait pu réussir s'il n'avait pas fait le forcing. Il aurait pu réussir s'il n'avait pas fait le forcing. Mais à un moment donné, si vous voulez, c'est la cupidité des gens autour de lui et de la rue Quincampoix, parce qu'il y avait une foule, hein, tout ça se passait rue Quincampoix, et les gens s'entretuaient. Là, vous savez que les gens achetaient parce qu'il avait une autre compagnie qui s'appelait la compagnie du Mississippi, et alors il y avait un bossu qui était là, et donc alors les gens se payaient le bossu et ils signaient les contrats d'achat sur le dos du bossu. C'est peut-être le seul qui a gagné de l'argent avec John Law. Eh bien, merci Pierre Jovanovic. Ouais, merci à vous, c'est vraiment très très gentil. C'est très intéressant. Et puis, Ah non mais vous savez, l'histoire monétaire est fascinante. Vous savez pourquoi? Parce que l'histoire monétaire, c'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est la colle. C'est la colle qui nous réunit les uns aux autres. Non mais c'est la colle sociale. Hein, c'est la colle sociale. Quand vous comprenez que c'est la colle, c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, cette colle nous a été volée. C'est plus de la colle. Ceux qui s'intéressent, ceux qui connaissent bien l'histoire de l'Amérique du Sud, je pense notamment à Simon Bolivar. À l'histoire, il y a un très bon film hein, sur Simon Bolivar. Vous remarquerez que la Banque d'Angleterre, à l'époque déjà, avait financé Simon Bolivar dans la seule idée à ce que Simon Bolivar confie à la Banque d'Angleterre la fabrication de sa monnaie. Ça s'invente pas, ça. merci. Merci à vous.